Monsieur l'inspecteur général de la police, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur de la sécurité, Monsieur le ministre de l'action, Monsieur le président de la général, Monsieur le président de la Cour d'appel de l'État, du Sénégal, Monsieur le contrôleur financier, Mesdames, Messieurs les directeurs de cabinet, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Monsieur l'agent judiciaire de l'État, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les magistrats, Messieurs les assistants de vérification, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la Cour, Mesdames, Messieurs en vos rangs et qualités. En prenant la parole, après mon installation en qualité de premier président de la Cour des comptes, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu, remercier vivement Monsieur le Président de la République. Je suis tout particulièrement honoré de la confiance accordée à ma modeste personne pour assurer la présidence de l'Institution supérieure de contrôle des finances du Sénégal. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez d'emblée de saluer la présence parmi nous d'éminentes personnalités, laquelle présence rehausse cette cérémonie d'installation. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, vice-président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, Madame le vice-président du Conseil constitutionnel, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur général près la Cour suprême, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Madame le premier président de la Cour des comptes de Djibouti. Croyez bien que la Cour des comptes est très sensible à votre présence, qui marque votre considération à l'égard de notre institution et votre intérêt pour son développement et son rayonnement. À vous, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, j'adresse les profonds et sincères remerciements de la Cour des comptes pour avoir accepté de mettre gracieusement à sa disposition cette majestueuse salle d'audience qui abrite la présente cérémonie dont elle rehausse le prestige et la solennité. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, votre présence est heureuse et rassurante. En effet, forte de sa conception systémique de la gestion des finances publiques, la Cour est convaincue que tout résultat dans ce domaine reste tributaire de l'activité financière globale de l'État qui requiert un fonctionnement optimal sur toute la chaîne des acteurs. À cet égard, votre département ministériel est en charge des informations servant d'input à l'exercice de la mission de contrôle de la Cour, notamment en ce qui concerne le jugement des comptes et le règlement des budgets de l'État. Je ne doute pas que les efforts conjugués de votre département et de la Cour permettront de fiabiliser davantage les informations relatives aux finances de l'État. Cet objectif est raisonnablement à notre portée, au vu du plan d'action arrêté par vos soins pour la mise en œuvre des recommandations issues du rapport portant sur l'audit du rapport sur la situation des finances publiques. Au demeurant, depuis votre nomination à la tête du département, la permanence de votre appui pour doter la Cour de moyens nécessaires à son fonctionnement est un gage suffisant de votre engagement pour la transparence et la crédibilité des finances publiques. Mesdames, Messieurs, tout esprit magnanime doit accepter de rendre à César ce qui appartient à César. À cet égard, aucun confort actuel ne doit rejeter dans l'oubli les mérites des pionniers d'hier. C'est pourquoi le Wolof fustige avec sarcasme toute ingratitude à l'encontre du passé. Il dit le Wolof pour du gërëm ñamu daaw. C'est ce que dit le Wolof. Ce blâme proverbial d'une absence de reconnaissance des mérites du devancier est toute la signification
de la sage sentence de Djibril Tamsir Niane qui dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé ». Ce respect dû à ceux qui ont commencé hier l'œuvre que nous poursuivons aujourd'hui n'est pas l'apanage exclusif des valeurs culturelles africaines. Outre-continent, Paul Valéry l'a également célébré. Il dit « La mémoire est l'avenir du passé ». Aussi me permettrez-vous, en cette cérémonie, de rendre un hommage appuyé et mérité à toutes les personnes qui, en leur qualité de premiers emplois supérieurs, ont œuvré pour les premiers envols ayant permis à la Cour des comptes de finir par s'imposer sur l'échiquier national. Je veux nommer ici M. Abdou Bam Gueye, Abba Goudiaby, Moustapha Gueye, Marc Breton, Feu Mamadou Touré, Ousmane Diak, El Hadji Malick Konté, Vincent Gomis, Feu Aline Ndiaye, le professeur Abdourahmane Diokhane et maître Amadou Moustapha Mboub et Jean Dacosta. En cette circonstance solennelle et par devoir de fidélité à l'histoire, je tiens à rappeler que c'est cette équipe qui, pour l'essentiel, était à la section des comptes du Conseil d'État d'alors, qui a eu l'insigne honneur d'élaborer les textes fondateurs de la Cour des comptes. Leurs efforts fructueux ont compté dans la mutation majeure intervenue en 1999 dans le système national de contrôle des finances publiques sous la surveillance du doyen Ousmane Camara, qui était à l'époque président du Conseil d'État, et aussi sur la surveillance du commissaire du droit, Feu Mamadou Sall. Mamadou Sall, une sommité de notre administration, qui trouvait toujours du grain à moudre, quel que soit le soin apporté à l'élaboration des textes. C'est vraiment une sommité de notre administration. À tous, les membres et personnels de la Cour, par ma voix, adressent leur témoignage de reconnaissance et de satisfaction. Les progrès fruits de vos ensemencements originels, accomplis par l'institution que vous avez porté sur les fonds baptismaux, sont visibles à travers le nouveau siège qui abrite l'ensemble des services de la Cour, la reprise en main du jugement des comptes des comptables publics, le renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs, des personnels de contrôle, magistrats et assistants de vérification, l'augmentation considérable de la production de la Cour sous toutes ses formes, perceptible à travers les publications sur le site Internet, la consolidation de la planification stratégique pour une gestion proactive et cohérente des activités de la Cour, centrée sur des objectifs définis, le rôle déterminant de la Cour dans le contrôle des fonds Covid-19 et l'audit du rapport sur la situation des finances publiques, post-alternance, et le rayonnement de la Cour sur la scène internationale, où elle a assuré la présidence de l'Association internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français, la présidence de l'Association africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, AFROSAI, et la présidence du comité de renforcement de Jurisaï, qui regroupe toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques à caractère juridictionnel du monde. La Cour est aussi aujourd'hui membre du comité directeur de l'INTOSAI, qui regroupe les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de 195 pays membres répartis à travers le monde. Ces progrès réalisés sur les fondations de 1999 sont à l'actif de tous les premiers présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution. Il nous plaît à cet égard de souligner le rôle déterminant et exemplaire du premier président Abdou Bam Gueye dans la mise en œuvre des travaux de construction du nouveau siège de la Cour. Dans le même ordre d'idées, nous relevons l'implication du premier président Mamadou Hadissar dans la réorganisation de la Cour suite à la réforme des textes. Nous saluons l'impulsion initiée et portée avec vigueur et détermination par le premier président Mamadou Faye, qui nous a valu la reprise en main des procédures de jugement des comptes, le renforcement des effectifs, la crédibilité nationale et de l'institution et le rayonnement international. Mesdames, Messieurs,
En évoquant ces progrès, nous souhaitons être bien compris. Loin de nous toute idée de triomphalisme du succès ou de fatalisme de l'échec. En effet, selon Winston Churchill, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. C'est avec cette foi à l'effort continu, chevillé au corps, que nous entendons, en nous appuyant sur nos acquis et en investissant des niches de progrès, poursuivre la marche sereine et déterminée de la Cour vers sa vitesse de croisière. Dans ce cadre, le plan stratégique de la Cour a balisé la route pour le renforcement du cadre organisationnel et de gouvernance interne, pour l'amélioration de la qualité des travaux, pour la communication et les relations avec les parties prenantes externes. Nous avons été associés, au même titre que tous les personnels de la Cour, au processus participatif d'élaboration et d'adoption de ce plan stratégique. Aussi, les actions que nous entendons mener ne s'écarteront-elles pas des options stratégiques arrêtées, ce qui se comprend. Tenir le gouvernail dans l'axe de ce document phare, collégial et consensuel, convient parfaitement à mon adhésion sans réserve à l'idée de Franck Picard qui dit « La réussite appartient à tout le monde ». C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Au nom de l'esprit d'équipe qui a produit notre plan stratégique, j'invite les membres et agents de la Cour à prendre en charge leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre de ce plan issu de leur réflexion collective. En ce qui nous concerne, un regard attentif sera notamment accordé à 5 points qui nous paraissent essentiels. Le premier, c'est le suivi rapproché du plan stratégique. La Cour est dotée d'une longue expérience en matière d'élaboration de plans stratégiques de développement. Mais force est de reconnaître que la mise en œuvre n'a pas toujours bénéficié d'un dispositif de suivi robuste permettant de mesurer les progrès accomplis. Le plan stratégique 2026-2030, adopté cette année, met l'accent sur le dispositif de suivi-évaluation pour un pilotage efficace et la disponibilité à tout moment des éléments d'appréciation du niveau d'atteinte des objectifs de performance. Cette option du plan stratégique, basée sur un diagnostic sans complaisance, sera érigée en priorité. Le deuxième point, c'est la professionnalisation des effectifs. Comme déjà indiqué, la Cour a considérablement augmenté ses effectifs. Elle s'est dotée d'outils de travail qui couvrent l'ensemble de ces procédures et qui même anticipent sur la certification prochaine des comptes de l'État. Dans ce contexte, il est important de passer à la phase active de leur utilisation, de mettre à niveau tous les acteurs et d'harmoniser les pratiques des chambres. Outre l'utilisation des outils, la mise en place d'un système de gestion de la qualité au sein de l'institution occupera une place importante dans la gouvernance de la Cour. Le processus déjà enclenché verra bientôt l'adoption du manuel de gestion de la qualité et sa mise en œuvre. Professionnaliser les effectifs, c'est aussi prendre en charge la question de la formation permanente à travers le centre de formation que nous sommes en train de mettre en place. Mais c'est aussi répondre aux aspirations de ses membres et agents en matière de développement de carrière. Des réponses devront être apportées à ces attentes sur des bases objectives mais aussi équitables. Troisième point, c'est la gouvernance interne. Conformément à son cadre juridique, la Cour est légalement dotée des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions de contrôle et d'évaluation, y compris des pouvoirs de sanction, le cas échéant, de toute infraction aux règles applicables à la gestion des entités du secteur public. Toutefois, nous considérons
qu'au-delà de la légalité de son activité, la Cour doit tenir davantage sa légitimité, de sa capacité à hisser sa gestion interne en modèle. À cet effet, le renforcement du contrôle interne et la reddition des comptes sera un des axes principaux de la gestion de l'exemplarité de notre institution. Aussi, les dispositions idoines seront prises pour l'organisation et l'accessibilité des informations relatives aux performances de la Cour. Rendre crédible la gestion de la Cour, c'est aussi la soumettre à fréquence raisonnable à l'évaluation par les pairs. Même si la Cour des comptes du Sénégal est l'une des rares institutions supérieures de contrôle d'Afrique francophone subsaharienne à s'être soumise à un tel exercice conduit en 2015 par la Cour des comptes du Maroc, nous nous ferons le devoir de rendre plus régulier cet exercice. Enfin, pour une bonne gouvernance interne, nous ne perdons pas de vue la nécessité et l'urgence de diligenter le processus de réforme des textes déjà engagés. La revue des attributions des chambres pour la prise en charge des nouvelles compétences que la Cour tient de la LOLF de 2020, la revue du décret relatif aux assistants de vérification, entre autres, ne peuvent plus être différées pour longtemps. Le quatrième élément, c'est la question de l'heure, c'est la question de la digitalisation. Depuis quelques années, la Cour a entamé le processus de digitalisation de ses procédures de contrôle en se dotant d'une application baptisée ARCOM. Elle a également l'ambition de rendre plus fluides ses relations avec les services des finances. Elle a aussi l'ambition de numériser ses procédures de gestion. Aussi, l'institution a un besoin réel d'émergence d'une véritable fonction des technologies de l'information en mesure d'apporter notamment des solutions techniques aux problèmes d'analyse des données rencontrés en cours de mission de vérification. Mais dans ce cadre, la Cour ne peut pas rester sourde à l'appel du phénomène des temps modernes. Je veux citer ici l'intelligence artificielle. Une des transformations technologiques les plus profondes de notre époque. Dans le domaine du contrôle des finances publiques, les institutions supérieures de contrôle des finances intègrent progressivement cet outil pour renforcer l'efficacité, la couverture et la qualité de leurs travaux. L'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du monde, INTOSAI, reconnaît le potentiel de l'IA pour révolutionner l'audit public. De même, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, AFROSAI, encourage ses membres à se doter de compétences numériques avancées pour relever les défis contemporains de la gouvernance publique. Les défis et les enjeux auxquels sont confrontées les institutions sont importants et pour l'essentiel tournent autour du traitement de volumes importants de données financières et comptables, de l'analyse comparative des performances des entités sur plusieurs années, de l'examen des rapports des organes, des corps de contrôle et des organes de contrôle, des rapports des commissaires aux comptes et plus généralement des auditeurs pour l'identification des zones de risque. À cet égard, la Cour maintiendra l'organisation de séances de formation sur l'utilisation de l'IA dans les missions de contrôle. Le dernier élément et cinquième porte sur la communication et les relations avec les parties prenantes. La loi prévoit la communication des travaux de la Cour au public. Le rapport public est l'instrument privilégié mais non exclusif de cette communication. La régularité de sa publication occupera une place importante dans l'activité de la Cour. Une nouvelle orientation allant dans le sens de rapports thématiques lui sera insufflée. Elle palliera le double emploi lié à son format actuel qui regroupe des insertions de rapports particuliers déjà publiés sur le site Internet, ce qui fait double emploi. Nous accordons par ailleurs une grande importance, d'une part, à une bonne communication interne et externe, et d'autre part, à des relations fluides avec les parties prenantes externes. C'est pourquoi nous veillerons
au sentiment d'inclusion au sein de la Cour par l'instauration d'un climat de dialogue interne permanent. Nous veillerons aussi à la création d'un cadre d'échange à travers l'intranet et à la mise en place d'un centre de ressources techniques accessible au personnel de contrôle. Nous veillerons à la consolidation des relations avec les parties prenantes externes par une communication maîtrisée permettant de les éclairer au besoin sur les rapports produits par la Cour. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon discours en remerciant très sincèrement Monsieur le procureur général et Monsieur le président de la Chambre des affaires administratives pour les paroles aimables, pour les félicitations et les encouragements. Je voudrais aussi remercier toutes les délégations étrangères qui nous ont fait l'amitié de venir participer à cette cérémonie d'installation. Les cours Je vous remercie de votre attention. L'audience est levée.